Un plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Le pont très fréquenté de la voie Gomparu-Funugo a cédé sous le poids des pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours dans cette partie du pays. Une rupture qui paralyse tout un axe et crée, vous le verrez, d'énormes dégâts aux populations. Dans 2 jours, le Bénin commémore les 65 ans de son accession à la souveraineté internationale. Occasion pour nous de vous amener aujourd'hui à la découverte des vestiges de l'école fréquentée par le père de l'indépendance du Dahomey d'alors, le président Hubert Maga. À suivre également dans ce journal, les échos du sport féminin, une compétition qui a réuni ce week-end plusieurs sélections communales de l'Atlantique avec au menu du basketball, de la gymnastique et de l'athlétisme. À nouveau, bonjour. Le pont très fréquenté de la voie Gomparu-Funugo a cédé sous le poids des pluies diluviennes enregistrées dans le bassin cotonnier. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais l'ouvrage est totalement dégradé et les populations éprouvent, vous le verrez, d'énormes difficultés pour rallier Funugo et Banikwara Centre. Constat de Nestor Sella et de Judicaël Ayena. Voici ce qui reste du pont sur la voie Gomparo-Funugo à l'embranchement de Coquet, rendant impossible l'accès à 2 arrondissements vitaux de l'économie béninoise. Voilà, tout ne marche pas. La voie là, c'est difficile même. Même si tu veux partir à Banikwara là, c'est difficile. Même les Anglais là, même si on veut partir avec ça, ça ne marche pas. La voie là, c'est coupé en 2. On n'arrive pas à traverser. Voilà, que le gouvernement va nous aider. L'état de la voie est vraiment déplorable. À voir, il y a de cela quelques semaines que c'est gâté. La population souffre. Elle souffre actuellement. Parce que même pour aller au marché, c'est difficile. Très difficile. Et s'il y a la pluie maintenant, vous voyez, il n'y a pas d'issue pour passer. C'est coupé en 2 parce que quand il y a pluie ici, pour aller au marché, c'est un peu compliqué. Pour nous trouver encore des Anglais ici, c'est encore compliqué. Les populations de Funugo, un arrondissement qui produit plus de coton au Bénin, éprouvent de difficultés à évacuer les intrants. Elles sollicitent des actions concrètes pour sauver la campagne agricole en cours. Nous, les producteurs de coton, nous sommes là. Sans la voie, on ne peut pas faire entrer les intrants. Donc, on est obligé de venir chercher les intrants ici pour amener ça à Funugo. C'est vraiment fatigant et c'est des dépenses. Donc, vraiment, nous implorons la bonté de nos autorités pour qu'ils aillent faire quelque chose au moins pour les habitants de Funugo, pour Banikwara, s'il vous plaît. En attendant une solution rapide et durable, les usagers traversent le pont avec tous les risques. Il y a 65 ans, Hubert Maga proclamait depuis Porto Novo l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Le natif de Parakou devenait ainsi le tout premier président du pays. Mais avant de rentrer dans l'histoire, l'homme avait déjà passé une période de sa vie dans l'enseignement. Nous étions dans les années 1940. Dans le reportage qui va suivre, nous allons vous emmener justement à la découverte des vestiges de l'école où il avait passé un temps de sa vie à enseigner. Un reportage signé Ronald Robinson et Olviga Messa. Instituteur à Bembereke, Hubert Maga devient à partir de 1945 directeur de l'école primaire de Natitengu. Contrairement aux idées reçues, il ne débute pas dans ce lieu de formation du centre-ville, mais plutôt dans une école dont les vestiges subsistent dans le périmètre de reboisement de l'inspection forestière de Natitengu. Quand il était à Natitengu, il était enseignant, mais c'est sa maison ici, avant d'aller à l'école centre. Parmi ses anciens élèves, Gounoukhora Mama, aujourd'hui octogénaire. Il garde le souvenir d'un homme affable et respecté. Il était avec ses petits frères, même père. On était ensemble à l'école là. Hubert Maga, c'est comme un papa. Il te donne des conseils, il a des paroles qu'il donne, qui vous élèvent quoi. Il n'est même pas sévère. S'il vous prend, c'est comme ses propres enfants. Même si vous n'êtes pas
à l'école ou en classe, il vous guide bien. C'est comme ça on a vécu avec lui jusqu'à ce qu'il est devenu un dirigeant politique. Il a fait près de 6 ans d'enseignement avant de rentrer dans la politique. Maga commence sa scolarité à Boycon en 1926, poursuit à Abomey, puis à Porto-Novo, avant d'intégrer l'école normale William Ponty en 1933. Converti au catholicisme, il épouse une infirmière avec qui il aura 5 enfants, dont 3 filles. Peu avant 1950, il entame sa vie politique en tant que parlementaire. Je ne l'ai pas connu pendant qu'il était enseignant. C'est quand il est parti, il a pris la chemise politique. Il remonte à l'époque, on le voit, les gens l'accueillent et les gens jouissent vraiment, ils font la fête quand Maga arrive. Maga était un rassembleur. Si c'est la formation des cadres, ça on ne peut pas parler. Il y en a. Il a formé des cadres. Vous allez voir les gens qui vont vous dire que j'ai mon CP en 1950 combien et tout ça là. Mais tu n'as pas besoin d'interprète dans la brousse. Et c'est le travail de Maga et des prêtres. Son bâtiment aujourd'hui qui est là, encore solide, on peut en faire un site touristique. De l'instituteur au premier président de la République, Hubert Maga a façonné le destin politique du Dahomey en œuvrant pour l'unité et la souveraineté nationale. Et qu'il vous souvienne, c'est à Porto-Novo, le 1er août 1960, sur l'esplanade du Palais des Gouverneurs, siège actuel de l'Assemblée nationale, que l'indépendance du pays a été proclamée. Et depuis, 2 autres lieux de la capitale sont également entrés dans l'histoire et sont devenus également tout aussi importants quand il s'agit de la célébration de la fête du 1er août. Revisitons alors l'histoire de tous ces lieux symboliques à travers ce reportage signé Vitis Arouré. Ce lieu à Porto-Novo revêt tout un symbole dans l'histoire de l'indépendance du Bénin. C'est ici, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, Palais des Gouverneurs, que l'indépendance a été proclamée le lundi 1er août 1960 par Hubert Koutoukou Maga, premier président du Dahomey indépendant. Le Palais des Gouverneurs, derrière nous là, donc le gouverneur y résidait encore. C'est lui qui était encore le représentant de la France. Et donc, le passage là devait se faire à Porto-Novo, la capitale. D'autant plus que le siège de l'Assemblée, c'est là. Le palais du médiateur, c'est là l'Assemblée territoriale à l'époque. Donc, Assemblée, palais des gouverneurs, il y avait l'essentiel pour proclamer l'indépendance du Dahomey. Et c'est ce qui a été fait aux premières heures du 1er août 1960. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui constatera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Une nouvelle page de l'histoire du Dahomey s'écrivait ainsi devant un public enthousiaste, fier de vivre des moments inédits, comme le montrent ces photos d'archives prises à l'école du patrimoine africain. Une fois la proclamation officielle effectuée à Porto-Novo le 1er août, tout le cortège s'était déplacé vers Cotonou pour le défilé militaire et populaire. Autre lieu à Porto-Novo qu'on associe à l'indépendance du Bénin, le site d'Avakpa. Son histoire est particulière. Avakpa a été un site aménagé, je crois, après 1972 par l'administrateur civil, paix à son âme, Jean-Pierre Agondanou, qui était maire de Porto-Novo et qui, dans le cadre des festivités nationales tournantes, parce qu'à l'époque, les festivités étaient organisées de façon tournante dans chacun des chefs-lieux de département que comptait le pays, 6 à l'époque. Et donc, les fêtes cette année-là ont été organisées
à Porto-Novo. Vous voyez l'état de cette place. Non seulement elle n'était pas aménagée, Agondam Jean-Pierre a estimé nécessaire d'aménager une place à Avakpa, beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus grande. Et à partir de ce moment, les gens ont commencé à l'appeler place de l'indépendance, parce que l'inauguration a eu lieu le 1er août 1972, bien je ne sais plus exactement, ou 71, bref. Et on a vite fait d'oublier la véritable place de l'indépendance du Dahomey. Le boulevard du Cinquantenaire reste également un symbole dans l'histoire des célébrations de l'indépendance du Bénin. En 2010, les festivités ayant marqué les 50 ans d'accession du Bénin à la souveraineté internationale ont été célébrées ici. Et parlons toujours des festivités du 1er août, sachez que la ville de Parakou se prépare aussi pour la célébration. Les couleurs nationales apparaissent progressivement, tandis que les habitants, de leur côté, saluent les efforts de développement notés dans la ville. Un constat signé Enoch Ongpati et Olviga Mensa. À quelques jours du 65e anniversaire de l'indépendance, les symboles patriotiques prennent place progressivement dans la ville de Parakou. Drapeaux flottants et gardien aux couleurs nationales s'installent le long des principales artères. Quand on parle du 1er août, il s'agit de la fête de l'indépendance de notre pays. Ici, ça se passe habituellement. Donc je viendrai regarder un peu et le reste, j'irai regarder à la télé. Ça fait 65 ans que nous sommes indépendants. Il y a les drapeaux un peu partout pour signaler que quand même il y a un événement qui arrive. Parce qu'il faut le reconnaître quand même qu'il y a des citoyens qui n'y prêtent pas souvent attention. Il y a les drapeaux qui sont mis un peu partout, dans les carrefours, un peu partout. On sent qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Dans une atmosphère calme, les habitants reconnaissent les efforts réalisés en matière d'assainissement et de développement. Depuis un bon moment, on ne constate plus la saleté d'avant. Parce que même actuellement, il y a les agents qui sont en train de s'occuper du nettoyage de la ville, donc tout est pratiquement propre. Il faut le dire, il y a beaucoup de changements. La ville est propre, il y a les routes qui sont beaucoup aménagées. On sent que le Bénin a beaucoup changé. Parakou aussi, sincèrement. Tout n'est pas rose, mais on sent qu'il y a eu des avancées, surtout au niveau de la modernisation, n'est-ce pas, des grandes villes. C'est cet effort qu'il faut noter, saluer et poursuivre surtout. À la mairie, les préparatifs sont achevés. Les différents sites, notamment ceux prévus pour le dépôt de gerbes et les cérémonies officielles, sont fin prêts. Il s'agit de la place Hubert Maga et du mausolée Hubert Maga. Il y a le pavoisement de la ville aux couleurs nationales avec l'installation de quelques jeux de lumière. Nous avons engagé des actions de salubrité dans les principales artères de la ville, des actions d'entretien et de maintenance de l'éclairage public. À Parakou, les habitants se préparent à célébrer le 1er août, jour emblématique d'unité et de souveraineté nationale. Sur un tout autre registre à présent, face à l'accaparement des terres, à la privatisation de l'eau, à l'impunité des multinationales, les mouvements sociaux du monde entier s'organisent. Cotonou va donc accueillir en 2026 le Forum social mondial FSM, un espace de résistance et de construction d'alternatives. En prélude à ce grand rendez-vous, le Conseil international du FSM est en session à Cotonou pour renforcer la mobilisation et pour faire entendre la voix des peuples. Fifame Salomé Atadedi et Élisée Degbeignan. L'exploitation abusive des ressources en Afrique alimente la colère des peuples. Terres confisquées, eau privatisée, environnement détruit, les injustices s'accumulent. Les mouvements sociaux s'élèvent contre ce phénomène néolibéral et extraviste. À Cotonou, une mobilisation planétaire prend forme. Le Forum social mondial 2026. En prélude à ce grand rendez-vous, le Conseil international du FSM tient une session. Militants, délégués et acteurs de la société civile sont présents. Tous s'accordent sur l'urgence d'agir
collectivement. Uma governança mundial que está totalmente em crise. Le système de gouvernance mondiale est en crise. Crise politique, crise climatique, bref, une crise multidimensionnelle. Le seul moyen d'en sortir est de réagir avec beaucoup de violence. Et c'est la raison pour laquelle ce forum existe. Le forum ne se limite pas à la dénonciation, il propose des alternatives concrètes. Agroécologie, justice climatique, souveraineté populaire. Les pistes sont nombreuses. Un forum social mondial que l'Afrique a vraiment besoin pour que ses fils se parlent, ses organisations se parlent et pour qu'ils puissent échanger avec le reste du monde de tout ce dont on a comme alternative au développement durable. Le faire au Bénin n'est pas fortuit. Nous percevons l'organisation et la réussite du Forum social mondial 2026 que s'apprête d'accueillir du 4 au 8 août 2026 notre pays comme un défi. Et nous faisons ici, devant vous, la promesse et le serment de relever ce défi. Cette session marque le grand retour du Forum social mondial sur le sol africain après Tunis en 2015. L'enjeu est de faire de Cotonou un lieu de convergence mondiale. Une convergence des luttes, des espoirs et des résistances. Le rendez-vous d'août 2026 s'annonce historique. Et puis vous le savez, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a célébré ses 30 ans d'existence. Il y a quelques jours, on en a longuement parlé ici d'ailleurs. En 3 décennies de mission, de régulation, il y a forcément des acquis à capitaliser, mais aussi des défis à relever. Les patrons d'organes dans la commune de Djougou, département de la Donga, apprécient. Ils sont au micro de Jean-Claude James. Après 30 ans, en tant qu'homme de médias, la HAC a fait beaucoup. Oui, ça influence surtout nous, les patrons de presse. Ici, au niveau de la radio islamique, quand nous avons l'information que la HAC va descendre sur le terrain, il faut commencer par bouger les lignes. Il faut voir qu'est-ce qui a amélioré. La pression devient plus forte. Ça nous amène à être en règle. Depuis fort longtemps, les journalistes ont réclamé qu'il faudrait qu'un journaliste de métier soit à la tête de l'organe. C'est fait là, c'est pourquoi je remercie le chef de l'État. D'ici peu de temps, il y aura des élections. Donc par rapport à ça, nous souhaitons que prochainement, que les radios confessionnelles soient impliquées dans la sensibilisation. On sent une influence, nos contenus doivent être bien réglementés. Dans les régions, nous avons les antennes régionales avec des correspondants au niveau des localités. Donc ce fonctionnement-là est quand même appréciable. Au-delà de la régulation, l'appui aux organes de presse, l'appui aux radios n'est pas au rendez-vous. Améliorer son fonctionnement, c'est plus mettre l'accent sur le professionnalisme et au-delà de la formation, chercher des appuis, que ce soit au niveau de l'État ou bien à l'extérieur. Je pense que sur ces 2 leviers, si quelque chose est fait, en plus de la régulation des sanctions, des interpellations et autres, je pense que nous ne verrons pas que la HAC est là seulement pour punir ou même pour sanctionner. Culture à présent dans ce journal avec le mois de la mode. Abou Mekalavi, couturier, tailleur, styliste et membre de l'association des acteurs de la mode ont aussi marqué l'événement d'un saut spécial. Reportage. Abou Mekalavi se révolutionne ainsi que ses coups de lame tranchante de sa paire de ciseaux. Ce défilé de mode du comité d'organisation du mois de la mode COMAC permet de célébrer le talent de ses couturiers, créateurs et stylistes. Pendant tout un mois, nous avons vibré au rythme des ateliers, des conférences, des expositions ventes et des découvertes, tous dédiés à l'épanouissement de notre industrie de la mode. Le défilé qui est en train de se passer est le fruit d'un travail acharné, d'une vision partagée et d'une collaboration exemplaire.
Il met en lumière la diversité et la richesse de la mode d'Abomey Calavi. Les couturiers, créateurs, stylistes et accessoiristes d'Abomey Calavi ne célèbrent pas uniquement le talent, ils révèlent l'élégance. Je me suis basée sur les tissus quintés et des coris pour valoriser la femme africaine. Franchement, j'apprécie vraiment ce que j'ai vu, le défilé, les mannequins, la tenue, la créativité. Mon combat a toujours été que le mois de la mode se délocalise pour aller vers les contrées, pour aller vers les autres acteurs qui ont besoin d'un coup de projecteur et qui n'en trouvent pas. On a toujours fait à Cotonou et cette fois-ci, comme les acteurs de la mode de Calavi ont ressenti le besoin de le faire, alors là, j'ai été prêt à les accompagner tranquillement pour qu'on puisse réussir le pari ensemble. La sape ou la sapologie, comme cela se dit dans les milieux des hommes civilisés, c'est ce à quoi ce public a eu droit ce samedi à Abomey Calavi. Toforoué 2025 clap fin pour les festivités ce dimanche dans l'arrondissement de Sey. Cette fête identitaire des filles et fils de Tofo est un cadre d'échange et de partage autour du développement de la commune de Tofo. On fait le point avec Amandine Agnabosso. Effervescence culturelle mêlée au cultuel, c'est la marque du Toforoué. Autour des spectacles d'artistes, de créateurs de mode et de la communion religieuse, cette fête des retrouvailles communautaires de Tofo, 3e édition, porte un idéal commun, l'unité. C'est une fête identitaire qui regroupe les 10 arrondissements que compte notre commune, ainsi que les différentes diasporas. La fraternité et la fête, la convivialité au-dessus de la guerre, en tout cas politicienne. Quand on parle de Toforoué, ce n'est pas seulement de se recevoir, manger et partir, non. Toforoué vise aussi des objectifs, notamment les actes de développement. À travers ces retrouvailles, soyons fiers de qui nous sommes. C'est le moment plus que jamais pour nous de démontrer et d'exprimer notre amour les uns envers les autres. Que la fraternité prime sur la discorde, que la division laisse place à l'unité, que les mésententes et toute autre forme de querelle s'effacent pour que règne la cohésion et que nous sachions que ce que nous avons ensemble, c'est notre terre commune Tofo. Toforoué, c'est 3 jours de célébration pour retisser des liens sociaux et c'est chaque année ainsi pour se ressourcer dans des valeurs ancestrales, cohésion et solidarité. Il faut encourager et le maire et le comité d'organisation pour avoir tenu le pari de renouveler chaque année ce serment de rassembler les filles et fils de Tofo autour du développement de leur ville, autour du développement agricole, autour du développement culturel et autour du soin que nous apportons aux réalisations du gouvernement dans cette ville de Tofo. Arrondissement de Ouégo. Après ces 2025, c'est l'arrondissement de Ouégo qui a été tiré au sort pour abriter l'année prochaine la 4e édition. Même initiative du côté des filles et fils de l'ère culturelle Bo qui ont aussi sacrifié à leur tradition à travers le Masada, un rituel séculaire d'action de grâce rendu aux mânes des ancêtres. Cette initiative de l'association des femmes Bo met officiellement fin à la saison de collecte des noix de karité à Kalalé. 2 activités ont marqué l'édition 2025 de l'événement. Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparabi. Faire rayonner puis sauvegarder la culture, c'est l'objectif de cette pratique. Une tradition séculaire transmise de génération en génération. La manifestation qui nous réunit ici aujourd'hui, y compris la FEBO, c'est-à-dire le Bureau national des femmes Bo et la Commission linguistique nationale Bo, c'est le Masada. Une tradition dans l'ère culturelle Bo qui est en voie de disparition de nos jours. Le Masada, c'est une activité qui vient marquer la fin du ramassage des noix de karité. Et aussi en guise de remerciement au roi
qui ont prié pour nous les femmes depuis le ramassage dans la brousse, au milieu des reptiles, dans la brousse profonde. Ce n'est que la première édition officielle qui a été lancée. Le message que j'ai lancé, c'est d'appeler la diaspora et nos opérateurs économiques à ce qu'ils apportent vraiment leur soutien financier et moral pour faire revivre encore les couleurs de cette culture. Au-delà du volet culturel, l'édition 2025 met l'accent sur le reboisement. En mettant le sachet en terre, vous voyez non? Est-ce que vous m'avez vu? Ici, l'association des femmes Beaux participe à la restauration de la forêt classée des Trois-Rivières sous la supervision des services des eaux et forêts. Un arbre, c'est comme un homme. Les arbres aussi vivent. Donc quand on les a mis en terre maintenant, il faut entretenir, il faut les protéger contre les animaux. Par ailleurs, pour la sauvegarde du couvert végétal, une centaine de plants de karité ont été mis en terre. Du sport à présent, du sport féminin avec une compétition qui a réuni le week-end dernier plusieurs sélections communales de l'Atlantique à Ouida, au menu du basketball, de la gymnastique et de l'athlétisme pour détecter les talents féminins U15 en vue de la phase nationale. Arnaud Adadja et Mariano Kanko. Ces sportives sont à une phase sélective en vue de participer à la phase nationale du Festival du sport féminin. Des courses âprement discutées de 100 et de 400 mètres, suivies du lancer de poids. Nous sommes dans la discipline de l'athlétisme actuellement, où se déroule le saut en longueur. Et les athlètes sont de niveau moyen, donc on a eu de très belles performances au niveau de ces filles-là. Même chose en gymnastique et au basketball. 1, 2, 3... Au tout début, c'était Ouida qui nous corrigeait comme de n'importe quoi. Mais on s'est dit, si on ne fait pas le travail à la base, ce sera un peu compliqué pour nous. Donc on a pris les enfants un peu plus tôt. On en a même pris au cours primaire. Donc qui nous ont rattrapés maintenant au collège et ça a été beaucoup plus facile pour nous. Un coach est toujours content d'être avec son équipe. On dit soit on gagne ou on apprend. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'équipe en face était plus forte. Les filles n'ont pas démérité, elles ont bien joué, elles ont donné ce qu'elles peuvent. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ça va être pour une autre fois. C'est une sélection du grand rappel qui a permis à la direction des sports de l'Atlantique de mettre les moyens nécessaires. Nous comptons sur ces filles-là pour le niveau national et ramener les trophées, faire en sorte que des sélections, des détections soient faites pour que les académies que nous ouvrirons après, que les filles de l'Atlantique puissent être dans ces académies-là. Cette sélection départementale a été une occasion pour les accompagnateurs sportifs de faire observer quelques notions d'hygiène corporelle à ces filles. Le Festival du sport féminin est un projet du ministère des Sports pour faciliter l'éclosion des talents féminins au Bénin. Et c'est sur cette note sportive que s'achève ce 13h. Merci de l'avoir suivi.